Donc d'abord, je vous remercie d'être venu ici. Donc je m'appelle Yves Wautier-Freeman, je suis psychothérapeute. J'ai cofondé Therapeutia il y a 10-15 ans maintenant avec Brigitte Ansoul, qui est le psychologue, qui n'est pas là, elle est aux États-Unis pour le moment. Donc le but, quand on a créé Therapeutia, à la base, l'idée c'était à la demande de collègues et d'amis qui nous ont dit mais on voudrait que vous nous enseigniez des façons plus cliniques de travailler en psychologie énergétique. Donc je vais un peu expliquer ce que c'est la psychologie énergétique et en quoi elle peut nous aider pour une meilleure santé, la joie ou de la paix intérieure. Donc c'est vrai que ce sont des outils qui sont relativement récents, donc ils datent, on va dire, du début des années 90, 90 pour les Français. Certains sont un tout petit peu dans les années 80, mais ça s'est vraiment développé à partir des années 90, 90. Et depuis une dizaine d'années, on commence un peu plus à les connaître ici en nos contrées. Donc, je me suis spécialisé dans les traumas, les troubles de l'attachement, pour plein de raisons. Une des raisons, c'est que moi-même, j'étais un peu bousculé ou maltraité quand j'étais enfant, donc j'étais fort interpellé par tout ça. Et donc j'ai cherché différentes voies et moyens thérapeutiques et je suis arrivé finalement au fur et à mesure du chemin à la psychologie énergétique qui est devenu donc un des outils, ou en tout cas un des courants dans lesquels je me suis le plus investi. Donc je suis formateur dans 4 ou 5 outils de ce courant-là et dans d'autres courants aussi. Donc je me suis vraiment intéressé très profondément à comment ça fonctionne, comment ça se passe dans notre tête, comment ça se passe dans notre cœur et comment on peut allier les deux. Donc ici, le thème de la conférence, c'est bonne santé, joie et paix intérieure. L'idée, c'était de comment vous faire découvrir des outils qui sont simples, qui peuvent être alliés et combinés avec d'autres approches, pas nécessairement, mais on peut le faire, pour justement accélérer et créer cette hygiène mentale, donc cette capacité à s'auto-traiter dans une certaine mesure. Donc, on a développé aussi des formations plus cliniques. Pourquoi ? Parce que dans l'engouement de ces outils, par exemple l'EFT, Emotional Freedom Techniques, les techniques de libération émotionnelle de Gary Craig, qui ont un peu révolutionné, on va dire, la thérapie aux États-Unis à la base. Vous devez savoir qu'il y a à peu près il y a plus d'1 million de personnes qui pratiquent l'EFT autour du monde à l'heure actuelle. Donc, c'est quand même un assez gros courant. Mais à la base, ça a été amené de façon très coaching. Alors, j'aime beaucoup les coachs. S'il y a des coachs ici, je les salue. Mais le coaching s'adresse au futur, s'adresse à des comportements présents, ne va pas s'adresser au passé, et donc au trauma ou aux casseroles que l'on peut tous traîner. Et donc ça n'a pas du tout été travaillé et amené dans les formations qui étaient données aux États-Unis. Résultat des cours, ça a donné des choses du meilleur au pire. Et quand on s'est formé à ces outils, Brigitte et moi-même, on a cherché à essayer de voir comment on pouvait travailler sur des cas plus complexes. Pourquoi ? Parce que c'est ceux que nous recevions en clientèle et on n'arrivait pas à les traiter avec l'EFT à la Gary. Ça ne fonctionnait pas, ou ça prenait des temps assez monstrueux. Et du coup, on s'est dit, il y a un truc qui nous échappe. Donc on a refait les formations plusieurs fois. On les a refait en France, on les a refait avec des Américains en France. On est allé, moi en tout cas, j'étais me reformer encore aux États-Unis pour finalement arriver à la conclusion qu'il n'y avait pas de formation clinique. Il n'y avait pas d'études qui étaient données pour savoir à qui on avait affaire, à quel type de situation on avait affaire, comment on doit s'occuper de ça. Et donc on a tout créé à partir d'autres personnes qui avaient déjà travaillé sur des outils, mais dans d'autres courants, et on a intégré ça à la psychologie énergétique. Donc je vais essayer de vous montrer ça un petit peu aujourd'hui. Je vous montrerai une mini-vidéo un moment, vous verrez, c'est une vidéo de 4 minutes, qui est un travail dans une institution qui s'occupe de personnes handicapées mentales, et qui, la personne en question, a un trouble de la personnalité, donc elle est schizophrène. Vous allez voir en quelques minutes, 4 minutes, la personne vraiment qui se calme très vite, juste par la stimulation des points, par un recadrage un peu cognitif, en sachant qu'il n'y a pas beaucoup d'accès à ce qu'il comprend ou pas. Mais en quelques minutes, on peut vraiment stabiliser, voire calmer. Alors j'ai plein de vidéos comme ça, je ne vais pas vous les montrer, mais c'est juste pour vous montrer que la stimulation de points, alliée avec une certaine façon de penser ou de reconnaître ce qui nous fait souffrir, permet normalement très rapidement de stabiliser et de calmer les choses. Donc,
Therapeutia m'a demandé aussi de faire 2-3 petites annonces. Donc il y a un stand Therapeutia et Therapeutime, qui sont des anciennes Therapeutia, qui sont en bas dans la grande salle à votre gauche, un peu après à Romalou. Donc quand vous rentrez dans la salle, il y a des démos ou des petites sessions qui peuvent être données par les personnes qui sont là sur les stands. Donc si ça vous intéresse, si vous ne connaissez pas, allez-y, hein, vous pouvez les tester, goûter, et on vous promet qu'on ne va pas vous laisser les tripes à l'air et répandus dans toute la salle. On va travailler avec vous de façon à ce que ça vous aide, si vous en avez envie. Et puis je pense qu'il y a aussi des petits cadeaux. J'ai ici des cartes, si ça vous intéresse. C'est une session d'hypnose, d'auto-hypnose qui est offerte. C'est l'installation d'un espace de sérénité, de sécurité, qui est une des bases que l'on utilise quand on travaille sur les traumas. Si ça vous intéresse, vous avez un accès au MP3 via les cartes et via le site IPK Academy, qui est un site d'e-learning qu'on a monté à la demande aussi d'ailleurs de thérapeutes et de patients. Voilà, donc, qu'allons-nous faire avec tout ça? Hop, on peut entrer dans le vif du sujet. Alors ce matin, j'étais un petit peu en train de surfer et je tombe sur une page de Proximus TV et j'ai adoré. Parce que je me dis, tiens, notre Proximus TV commence quand même à faire des petites annonces assez intéressantes. Donc, regarder la télévision peut freiner le développement des enfants de moins de 3 ans, même lorsqu'il s'agit de programmes qui s'adressent spécifiquement à eux. Plusieurs troubles du développement ont été scientifiquement observés, tels que passivité, retard de langage, agitation, troubles du sommeil, troubles de la concentration, dépendance aux écrans, etc. Je trouvais ça étonnant qu'il l'ait mis sur le site, parce que c'est la première fois que je le voyais. À la fois, je trouvais ça plutôt chouette, hein, parce que c'est quand même une bonne... Bon, même évidemment, c'était un tout petit et tout en bas, mais il y a quand même une amélioration. Et tout ça, ça m'a interpellé parce que je me suis dit, mais donc, le bonheur, la paix intérieure, ça commence évidemment dès notre enfance. Si, et même déjà dans le ventre de maman, et même parfois déjà dans nos héritages transgénérationnels, hein, vous savez que certaines études ont démontré qu'on pouvait être plus réactif à un certain type de stress en fonction de l'histoire de nos parents, aïeux, etc. Hein, il y a 2 années d'ici, peut-être 3 ans maintenant, il y a 2 études qui ont été publiées sur des survivants de la Shoah, une en Israël et une autre en France, qui ont démontré que certains gènes s'exprimaient plus rapidement, c'est-à-dire que certains gènes entraient en résonance plus rapidement pour provoquer une réaction de survie, de défense, le mécanisme de défense, plus rapidement. Alors ça s'exprimait plus rapidement chez les enfants des survivants qui n'avaient eux-mêmes pas connu les camps, et encore plus rapidement chez les petits-enfants. Donc on a vraiment pu démontrer ce que l'on commence à développer autour de l'épigénétique. Donc non seulement on a notre capital génétique qui nous... Enfin, en tout cas moi c'est ce qu'on m'avait enseigné quand j'étais à l'Athénée il y a bien longtemps de ça, hein, il y a 2 jours. Et donc c'était le capital génétique égale notre capital santé. Et puis c'est plus du tout ça. Depuis une vingtaine d'années, on sait que l'environnement, nos pensées ont une influence énorme sur notre capital santé. Et on a démontré ça comment? Aux États-Unis, ils ont fait une étude, notamment aussi il y a 10-15 ans, sur 700 paires de parfaits jumeaux, donc le même bagage génétique, et ils avaient observé une dizaine d'années de différence d'espérance de vie entre les parfaits jumeaux. Ce qui démontrait bien qu'effectivement, ce n'est pas que le capital génétique qui est en action, mais aussi l'environnement, nos pensées, le stress et la façon dont on va digérer tout ça. Et donc je vous montre cette petite capsule-là parce que, évidemment, ça commence dans le ventre de maman, déjà avant, et évidemment l'enfance est très importante. Pourquoi? Parce que l'enfance va marquer une sécurité de base, hein, ce qu'on va appeler les troubles ou non de l'attachement. C'est la sécurité, évidemment, que l'on développe avec notre environnement. Est-ce que papa, maman, même s'ils voulaient bien faire, étaient des bons parents? Alors bons parents, ça fait très moralisateur, parce qu'il n'y a pas d'école de parents. Donc on ne sait pas toujours comment faire. Mais la base, c'est que si la sécurité émotionnelle et affective n'a pas été construite correctement, on ne prenait pas dans les bras, on ne disait pas je t'aime, on disait va te calmer dans ta chambre, tu reviendras quand tu seras calmé, plutôt qu'expliquer mon chéri, je comprends que tu sois frustré ou fâché, et c'est normal que tu puisses être frustré ou triste, mais papa, il ne peut pas passer son temps à t'acheter tous les jouets que tu as envie ou t'offrir tous les bonbons donc que tu veux, c'est pas possible mon petit cœur. Donc si on ne donne pas d'explication, eh bien, on va gérer, on va créer un stress, hein, une anxiété de fond, parce que l'enfant doit découvrir des cartographies de la vie et on ne lui donne pas les clés. Donc c'est un labyrinthe. Et donc effectivement, la télévision, tous les stimuli qu'il va percevoir peuvent provoquer des éléments ou des choses très importantes qui vont le marquer à vie. Ça ne veut pas dire qu'ils doivent porter cela à vie. Ça veut dire que si on ne se rend pas compte de ça,
eh bien, on ne pourra pas accompagner, traiter, aider la personne à s'autonomiser. Donc, la joie, par exemple, hein, puisqu'on parlait de la paix intérieure, etc., voilà, c'est un affect par lequel l'esprit passe à une perfection plus grande. Donc ça, c'est Spinoza. Alors Spinoza, c'est pas mon philosophe préféré, mais c'était intéressant parce que c'est un des premiers qui s'intéressait vraiment à la joie, la tristesse, le désir, qui étaient pour lui les trois grands affects, les trois grands sentiments. On ne parle pas d'émotion, mais d'affect. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'effectivement, quel est le sens de votre vie? Qu'est-ce que vous êtes venu faire sur Terre? Qu'est-ce que vous êtes venu expérimenter? Beaucoup d'êtres humains courent après le bonheur, hein, qui est dans le pré, comme disait Prévert. Et il fallait courir très vite. Certains y courent vite, certains n'y courent pas vite, certains le trouvent, d'autres pas. Donc quel est le sens de votre vie? Qu'est-ce que vous êtes venu faire? Et bon, je ne sais pas qui est thérapeute dans la salle ou qui ne l'est pas. Il y a combien de thérapeutes ici dans la salle? Alors, quelques-uns. Et les autres, vous êtes là pourquoi? Pour découvrir quoi? Qu'est-ce qui vous intéressait dans l'objet de la conférence? L'épigénétique, ok. Qu'est-ce qu'il y a d'autre encore? Le lien cœur-esprit? Ok, très bien. Alors vous êtes à la bonne place, hein, tout à fait. Encore une autre? Quelqu'un qui avait un autre souhait, une autre demande? Scientifiquement prouvé. Ah oui, oui, alors là, vous êtes au bon endroit aussi, alors. Parce que ça, c'est mon gros dada. Ça, c'est mon très gros dada. Donc, ce qu'on va rechercher, en gros, c'est l'autonomie. Hein. Donc, vous avez des thérapies ou des courants thérapeutiques qui accompagnent. Il y a des courants thérapeutiques qui ont cherché à ramener l'humain au centre et qui ont cherché à l'indépendantiser, à l'autonomiser. Donc, un peu comme le courant humaniste. Donc, c'est vrai que la psychologie énergétique, c'est un courant qui regroupe à la fois des approches humanistes, hein, comme type Carl Rogers ou Colette Portelance, l'approche centrée sur la personne, TRPE au sein de Therapeutia, hein, thérapie de la relation d'aide par la relation empathique, mais qui recherche aussi à travailler sur tout ce qui est le conditionnement et le déconditionnement. Donc, ce sont des approches aussi plus cognitivo-comportementales, plus classiques. Et donc, c'est un mixte des deux. Alors, au niveau des études, avant de parler des études, je vais réexpliquer un peu comment ça se passe dans notre tête, pour qu'on ait bien la même carte de lecture. Parce que sinon, on va parler de choses on va peut-être pas se comprendre. Donc, l'autonomie va nous amener à intégrer, à comprendre 2-3 éléments, dont notamment l'acceptation et l'engagement. L'acceptation et l'engagement, c'est tout un courant aussi, hein, c'est ACT, c'est Acceptation and Commitment Therapy. Donc c'est un des courants 3e vague, 4e vague même, je pense, des TCC, donc des thérapies cognitivo-comportementales, qui travaillent sur l'acceptation. L'acceptation, c'est un terme qui n'est pas souvent bien compris dans nos cultures, notamment à cause de l'influence judéo-chrétienne. L'acceptation, c'est un peu comme si on devait être résigné. Hein. C'est mea culpa, mea maxima culpa. Or, c'est pas du tout ça. L'idée, c'est je comprends, j'intègre que ce qui s'est passé, c'est passé. C'est plutôt stoïcien. C'est plutôt ce sur quoi ou contre quoi je peux travailler ou ce avec quoi je peux travailler pour m'en sortir. Si je peux agir, bien j'agis. Mais si je ne sais pas agir, j'accepte. Simplement, je dis, si je ne sais pas agir contre une situation, hein, on disait contre bonne fortune, bon cœur, ou contre mauvaise fortune, bon cœur, on va travailler là-dedans. Donc, c'est la notion d'acceptation. Donc, c'est plutôt la notion d'acceptation au sens bouddhiste, c'est j'accepte ce qui est et je m'engage à essayer de faire quelque chose de différent. Donc, pourquoi? Mais parce que, évidemment, notre cerveau, il va nous influencer par rapport à ça. Donc, une des notions de base, c'est comprendre que le cerveau, il a 3 parties principales, 3 fonctions principales. Je résume évidemment, hein, et je vulgarise très fort, mais en gros, vous avez le cerveau reptilien qui s'occupe de la survie, donc celui qui s'occupe vraiment de nos fonctions vitales pour que nous survivions à l'environnement et contre les prédateurs. Vous avez le cerveau limbique qui s'occupe plus des données physiologiques, et vous avez le cerveau pensant, le cortex, celui qui pense qu'il est le chef. Je crois que je suis le chef, mais il représente peut-être 10 à 15% du fonctionnement. Pas beaucoup plus. Mais lui pense vraiment qu'il est le chef. Pourquoi? Parce qu'il est très malin. Mais le souci, c'est que dans la construction de notre cerveau, dans notre évolution, il n'a qu'une voix au chapitre jusqu'au moment où il y a une situation de danger, de vie et de mort. À partir du moment où il y a une situation de vie, de danger et de mort, il se passe plein de choses. Et donc, que va-t-il se passer? Eh bien, on va passer avec quelque chose comme un réflexe de survie qu'on appelle fight, flight, freeze. Je vais le décomposer après. On peut entraîner le nerf vague
qui est un des nerfs qui gère justement ce stress de vie et de mort, on peut l'entraîner à mieux résister au niveau de stress. Et vous allez voir qu'on peut utiliser des tas d'outils. Donc ça vient de la théorie polyvagale de Stéphane Porges, qui est une théorie qui date de 25 ans, mais qui se démontre au jour le jour. Et l'épigénétique et la recherche. Donc, comment ça se passe dans notre petite tête? Alors ça, c'est un schéma que certaines personnes connaîtront. On a une amygdale, enfin plutôt on a deux amygdales, c'est pas celle de la gorge, c'est les amygdales limbiques, une amygdale gauche, une amygdale droite. Il y en a une qui s'occupe plus des événements qu'on a déjà vécus, et l'autre qui projette ce qui pourrait se passer si jamais tatati tatata, alors qu'on n'a pas vécu les événements. Le grand classique, c'est, enfin, ça date un peu comme film, donc je vais essayer de réadapter, mais bon, moi, je suis de l'époque de Jaws, Les Dents de la Mer, qui était un des premiers gros films d'horreur un peu trash. Eh bien, la différence entre les deux amygdales, c'est qu'il y en a une qui va traiter, si par exemple je vais nager et que je croise un requin, et qu'après, quand je pense à aller renager, je commence à stresser à l'idée que je vais peut-être recroiser un requin, eh bien ça c'est un élément qui est basé sur du vécu, c'est du réel, du concret. Mais on a aussi observé qu'il y avait des gens qui développaient des peurs et des phobies d'aller nager, suite au film d'ailleurs, parce qu'ils s'imaginaient qu'ils risquaient de croiser un grand requin blanc de 12 mètres, qui allait évidemment les prendre comme petits 4 heures. Et donc, ils ont commencé à développer du stress et des stress post-traumatiques en lien avec le film qui n'avaient rien à voir avec la réalité. Donc, c'est deux façons différentes de travailler. Il y en a une qui est partie sur l'imaginaire, l'hémisphère droit, et l'autre, l'hémisphère gauche, plus le contrôle, l'analyse. Et c'est important parce que dans le traitement, par exemple, de ce que nous vivons comme casserole, eh bien, on ne s'adresse pas aux deux parties du cerveau de la même manière. Ça ne va pas fonctionner de la même façon. Parce qu'il y en a une où ça va vraiment reposer sur du vécu, et l'autre, c'est du fantasme. Ça ne s'est pas produit. Comme disait Mark Twain, il m'est arrivé dans la vie des centaines, des milliers d'événements catastrophiques dont la majeure partie ne se sont jamais produits. C'est juste dans la tête que ça se passe. Mais donc le cerveau, il a une influence directe sur ce qu'on vit. Donc, le cortex préfrontal va se déconnecter, le système nerveux autonome va réagir, et donc en gros ça se passe comme ceci chez McDonald's, et pas que chez McDonald's. On a un stimulus, ici un serpent, dans l'exemple. L'information va arriver à une partie du cerveau qu'on appelle le thalamus. Le thalamus, c'est comme un routeur informatique. Il va redistribuer l'information par deux routes. Il y aura une route rapide et une route lente. La route lente, elle passe par le cerveau pensant. On pourrait croire que c'est le contraire, mais pas du tout. Ça passe par le cerveau pensant, qui réfléchit, il dit « Oh tiens, un serpent », et qui renvoie à la base de données, c'est-à-dire à notre librairie interne des émotions qui ont déjà été connotées avec des événements. Donc c'est notre bibliothèque des mémoires émotionnelles, qu'on appelle l'hippocampe. Et pas de bol dans cet exemple-ci, il se dit « Waouh, le serpent, that's no good ». Il attaque, il mord, c'est pas une bonne idée. Donc il renvoie l'information vers les amygdales, qui a un peu comme fonction d'être la centrale d'alarme qui déclenche l'alerte s'il y a suffisamment de voyants qui disent danger. D'accord ? Et l'alarme se déclenche. Ça, c'est la voie lente. Alors vous comprenez bien que dans votre vie au quotidien, c'est pas viable ça, parce que ça prend plusieurs secondes. Si vous avez un serpent devant vous qui est en train de vous attaquer comme il est là, et que vous n'avez pas le réflexe de vous barrer très rapidement, ou de l'attaquer, donc fight, je l'attaque, flight, je m'enfuis, freeze, je fais le mort parce que je pars du principe que le prédateur va se désintéresser de moi s'il imagine que je suis mort. C'est les crises de tétanie, par exemple, dans votre quotidien, là, où on est figé, parce que dans la nature, ça se passe comme ça. Eh bien, que va-t-il se produire ? Je vais réagir, je vais attaquer. Je vais fuir, je vais mourir, etc. Donc, ce n'est pas le bon plan. Donc, le cerveau a dû mettre en place quelque chose pour couper ça, pour raccourcir le délai. Et donc, il a fait un chemin plus rapide. Il a dit, OK, je vais faire un chemin qui passe directement du thalamus, renvoie aux amygdales, renvoie à l'hippocampe et revient directement aux amygdales. Et ça prend 5 millisecondes. Vous n'avez même pas le temps d'y penser que c'est déjà fait. Et donc, que se passe-t-il là-dedans ? Eh bien, vous réagissez. Alors, pourquoi ? Dans votre quotidien, si vous traversez une route, par exemple, qu'une voiture surgit, vous fichez de savoir si c'est le dernier modèle BMW, si c'est chocolat bleu pâle, rose bonbon, ou quoi que ce soit d'autre. Pour la survie, ça n'a aucun intérêt. Le temps que vous réfléchissez à ça, ah oui, c'est le modèle 2008, ah tiens, il a un drôle de rose, celui-là. C'est trop tard. Donc, on doit réagir instantanément. D'accord ? Donc ça, c'est ce qui se passe dans notre petite tête. Alors, le petit souci par rapport à ça, c'est que le cerveau n'est pas capable de faire la différence entre une pensée, un souvenir,
une scène à laquelle vous assistez, vous participez, un film, un livre, il va réagir de la même manière. Il va déclencher l'alerte comme si vous étiez dans une situation de vie et de mort, ici et maintenant. Pas dans 2 heures, c'est maintenant que ça se passe. Et donc même quand vous repensez à des souvenirs anciens, il va redéclencher l'alerte de la même manière. Pour lui, le prédateur est là, c'est un lion dans la pampa ici d'Overheys qui vous court derrière pour vous bouffer. C'est à ça qu'il va résumer la situation. Parce que la partie du cerveau archaïque qu'on appelle le cerveau reptilien n'a pas été upgradée, elle n'a pas été remise au goût du jour. Elle fonctionne comme il y a 1000, 2000 ou 10 000 ans d'ici. Et vous allez fonctionner en 5 millisecondes. Le prédateur veut me manger. Si vous avez une prise de tête avec votre compagnon ou votre compagne, eh bien, si vous commencez à surréagir, c'est pour ça. Parce que tout d'un coup, votre compagnon ou votre compagne devient un prédateur qui veut me manger. Et donc, qu'est-ce que vais-je faire? Soit je l'attaque, soit je m'enfuis, je vais faire la vaisselle, je vais promener le chien, soit j'évite, ou je freeze. Je dis, merde, qu'est-ce que je dois dire ou faire pour ne pas me faire manger? Et donc, je suis paralysé. Donc, la théorie de Porges, la théorie polyvagale, a démontré que quand on passait en mode survie, il y avait une substance particulière qu'on dégageait au niveau du cerveau, qu'on appelle la substance P, et qui créait cette paralysie. Pourquoi? Parce que dans la nature, si je suis tétanisé, paralysé par cette substance, je suis comme un morceau de bois. La lionne qui avait attrapé l'antilope bouffe, mord 1, 2, 3 fois. Si l'antilope ne bouge plus du tout, elle se dit « Ah, elle est morte !» Et du coup, elle s'en désintéresse. Et donc, on a des dizaines de reportages qui montrent ça dans la nature. C'est vraiment la dernière chance de survie. Mais ça a une implication directe pour nous. Nous, si on est tétanisé, ça veut dire qu'on doit d'abord calmer le système pour pouvoir le ramener dans une zone de travail avec laquelle on va pouvoir, évidemment, après, retraiter, c'est-à-dire désensibiliser l'information et la retraiter et amener la guérison d'un trauma. Et donc ça, c'est une phase qu'on n'enseigne pas beaucoup. Et donc, par exemple, pour le travail, eh bien, on peut repérer ça chez les patients. Si, par exemple, vous avez beaucoup de migraines, souvent des migraines, si vous avez les mâchoires tendues, très souvent, c'est en lien avec les niveaux de stress, mais c'est en lien aussi avec cette fameuse substance P et cette théorie polyvagale. Alors, que doit-on faire? Eh bien, par exemple, vous allez stimuler tout le trijumeau, donc, qui est un nerf qui fait tout le tour des yeux, le long du nez, qui passe sous la pommette, mâchoire supérieure, mâchoire inférieure, et on va stimuler doucement. Il y a des points d'acupression aussi. C'est comme en médecine chinoise sur cette zone. Et donc, que va-t-on faire? Eh bien, si je stimule toute cette zone, je vais commencer à détendre le système. Je vais aussi donner des informations au cerveau qui vont lui dire qu'il est en sécurité. En gros, quand vous êtes passé en mode survie, ce qui se passe, c'est que c'est votre système sympathique qui s'active. C'est un peu comme un accélérateur. Et donc, vous avez une montée de cortisol, hormone de stress, d'adrénaline, hormone de stress, accélération du rythme cardiaque, parce que le reptilien dit « j'ai besoin de munitions pour la survie, donc j'ai besoin de respirer plus vite, d'amener du sang plus vite aux muscles, avec de l'oxygène qui sont les munitions des muscles, pour pouvoir me battre ou m'enfuir. » D'accord? Et donc, c'est 5 millisecondes. Et le reptilien fait encore une autre chose. Il coupe le cortex. Il dit, mon chéri, tu es très malin, mais tu me ralentis pour la survie. Parce que je me fiche de savoir le modèle de la voiture ou sa couleur pour la survie. Donc, quick, tu peux tourner dans ta tête tout seul, mais tu ne vas plus te calmer parce que moi, je dois d'abord m'occuper de la survie. C'est son job. Et vous avez peut-être observé, effectivement, dans des prises de tête de couple, ça n'arrive jamais évidemment, mais au cas où ça serait passé, vous allez peut-être observer que dans votre tête, il y a une part de vous qui se dit, mais pourquoi je me mets dans un état pareil? Mais vous n'arrivez pas à vous calmer. C'est trop tard. On est parti, on est déclenché. Donc, une des façons de travailler ça, c'est d'aller travailler sur le système parasympathique, c'est-à-dire l'équivalent du frein, si je prends la même image de voiture, accélérateur, frein. Si j'active le système parasympathique, je dis à mon corps, je suis en sécurité. Je passe par le corps. Et en même temps, je travaille sur les pensées, donc sur le mental, ma construction mentale. Et que va-t-il se produire? Si je pense à un souvenir, ou si je suis dans un souvenir qui m'active, je suis en train de m'activer, j'ai donc une réponse de stress qui se déclenche, la survie, fight, flight, freeze, et en même temps, je stimule des points d'acupression. Que va-t-il se produire? Eh bien, vous allez observer qu'assez rapidement, et au plus vous utilisez ces points, au plus vite les points vont répondre, eh bien, vous allez observer que la réponse parasympathique déclenche quoi? Eh bien, elle déclenche une relaxation. Donc, il y a une augmentation de dopamine, et par effet cascade, sérotonine, l'hormone du bien-être, et des endorphines, comme si vous avez fait une bonne séance de gym. Donc, ça détend votre corps. Donc, le cerveau reçoit des informations contradictoires. D'un côté, on lui dit, tu vas mourir, tu vas te faire manger par le lion de la pampa d'Overheys. Et d'un autre côté, on lui dit, tu prends ton pied, tu es en train de siroter un cocktail au bord de la plage, tout va bien. Ça casse.
Donc c'est du déconditionnement et du retraitement d'informations. Et donc par rapport aux études, à l'heure actuelle, en psychologie énergétique, il y a une centaine d'études qui sont publiées, il y a des méta-analyses, etc. Il y a, dans la centaine d'études et de recherches, il y a une soixantaine qui sont publiées dans des revues internationales, donc du style le journal de maladies mentales, etc. aux États-Unis. Donc beaucoup de revues qui dépendent de l'APA, l'American Psychological Association, qui est l'association principale mondiale qui s'occupe, c'est eux qui ont fait le DSM, le fameux le recueil des maladies mentales. DSM-4, DSM-5 maintenant d'ailleurs. Il y a de plus en plus aussi de recherches qui sont déclenchées par des organismes gouvernementaux, par exemple aux États-Unis, les points d'acupression, l'EFT notamment était intégré, ils appellent ça des battle points, alors le mot est un peu malheureux par rapport à une libération, mais ils ont donné des cartes avec les points pour les soldats qui vont au front pour gérer leur stress et essayer d'éviter le plus possible le stress post-traumatique. Vous savez qu'aux États-Unis, il y a plus de 300 000 vétérans de guerre qui souffrent de stress post-traumatique. C'est une vraie catastrophe. Des programmes gouvernementaux ont également intégré les outils dans des études au niveau de l'université. Donc, on trouve des enseignements en Californie, à l'UCLA, pas l'UCL, l'UCLA, donc l'université catholique, ça y est, ça recommence. Donc, pour un ancien ULBiste, j'ai une déformation, là, je vais un peu le tapoter, ça va pas du tout. Ça va être l'influence de The Race. Donc l'UCLA, donc l'université de Californie, Los Angeles, donc ils ont intégré des programmes de formation, je crois que c'est à John Kennedy exactement aussi, etc. Donc il y a plein d'études. Si ça vous intéresse, vous allez sur le site, il y a 2 sites. Vous allez soit sur le site de l'APEC, qui est l'association francophone de psychologie énergétique clinique. Je pense que j'avais mis dans les premières slides, où vous avez ça ici sur les cartes de visite. Donc c'est www.énergie avec un Y psy, avec un Y en un seul mot.org, ou alors si vous parlez anglais, vous faites www.energiepsych avec CH au bout.org aussi. Ça c'est l'association internationale américaine qui a toute une page avec plein de recherches. Vous avez toutes les dernières données. Si vous êtes facebookien, vous allez dans le groupe Psychologie énergétique sur Facebook, vous vous inscrivez et vous avez régulièrement des publications ou des liens publiés avec les dernières recherches. Encore hier ou avant-hier, on a encore remis des liens. Et donc il y a des dizaines et des dizaines et des dizaines de recherches sur à peu près tous les sujets. Alors comme parfois des images valent mieux que des mots, je vous propose de vous montrer une mini-vidéo. Vous allez voir, ça c'est du travail tout à fait concret. Il y a des vidéos par exemple aussi, bon, je ne vais pas tout vous montrer, mais où vous allez voir qu'en travaillant sur justement ces aspects de stimulation de points d'acupression pour provoquer le parasympathique, calmer, et en aidant la personne à se brancher sur son réseau de souvenirs, eh bien on peut déconditionner. Et dans ces institutions, il y a une vidéo aussi sur la chaîne YouTube, c'est IPK Academy ou IPK? Donc sur la chaîne YouTube IIPK, donc IIPECA, vous avez des vidéos, et une notamment avec des témoignages de psy, directeurs d'institutions, directrices d'institutions qui travaillent avec ces outils et qui disent tout ce qu'ils ont pu observer avec leurs patients sur lesquels normalement on n'était pas censé travailler. Alors je vous montre cette vidéo-là, pourquoi? Parce que, bon, d'abord j'ai évidemment les autorisations de vous la montrer, mais surtout parce que vous allez voir que c'est des cas qui ne sont pas faciles à travailler et on a des résultats assez étonnants. Et donc la personne ici que je vais vous montrer se prénomme Aziz. Et donc il entend des voix, il est schizophrène, il entend des voix, il a un retard mental. Et ça faisait 3 semaines qu'il était arrivé dans l'institution, il était très stressé, ils n'arrivaient pas à le calmer dans l'institution, j'y étais là pour accompagner 2 autres personnes, et donc ils m'ont demandé si je voulais bien prendre quelques minutes ou faire une session avec lui, parce qu'ils étaient un peu inquiets. Pourquoi? Parce qu'il entendait les voix, et les voix lui disaient tout le temps « on sent, la police tue là », etc. Et donc au bout de 3 semaines de stress continu avec ça, l'équipe commençait à s'inquiéter. Ils se disaient, mais est-ce qu'il pourrait passer à l'acte, etc., etc. Donc il se fait que j'étais présent et vous allez voir en quelques minutes ce qui se produit. Alors, c'est pas toujours en quelques minutes, c'est juste pour vous montrer le concept de ce qui se passe. Donc je vous montre la vidéo. Et que ça soit plus stable, que ça tienne plus longtemps. D'accord? Alors, vous pouvez parler un peu plus fort? Un peu plus fort? Parce que je porte des boules caisses. Ah, mais pourquoi tu portes des boules caisses? Parce que j'entends des voix. Ah, alors tu as mis des boules caisses pour les voix? Eh ben, je les entends moins fort. D'accord. Et ces voix, justement, ces voix, qu'est-ce qui se passe avec elles? Qu'est-ce qu'elles racontent? Toute la journée, elles me disent ton os, donne-moi-le, ensemble, la police,
c'est la fin du monde. Et après, plein de trucs que j'arrive pas à dire. Fort. Mais Carmela me disait que de temps en temps, elle te disait même tu l'as, des trucs comme ça. Hein? Elle me disait parfois aussi tu l'as. Oui. Tu sais ce que tu peux faire avec ces voix, hein? Tu peux dire quand tu l'entends, tu dis bah oui, ok, je t'entends. Tu dis juste je t'entends, ça, je t'ai entendu. Maintenant j'ai besoin d'être en paix. Tu peux essayer ça? Essaye un petit peu de dire ça. Je t'entends, mais j'ai besoin d'être en paix. Un peu plus de paix. Je t'entends, mais j'ai besoin d'être en paix. Voilà. Et en même temps, tu stimules un des points. D'accord? Hein? En même temps, tu stimules un des points. Tu vas essayer de le faire toi-même, tu veux bien? Tu vas stimuler comme ça, ici, hein, voilà. Comme ça? Voilà. Moi, je vais faire ici le bord du doigt en même temps. Tu fais juste ça comme ça, voilà. Et en même temps, tu peux dire, ok, même si j'entends des voix, répète. Même si j'entends des voix, je t'entends. Je t'entends. Mais j'ai besoin d'être plus calme. Mais j'ai besoin d'être plus calme. Et je peux être plus calme. C'est vraiment là. Et je peux être plus calme. Et je peux être plus calme. Et je peux être plus calme. C'est beaucoup plus cool. C'est beaucoup plus cool. Ok. Et observe un peu, regarde un peu dans ton corps. Alors, donc je vais décomposer, comme ça je vous explique. Donc le but, merci. Le but c'est de montrer, donc c'est de brancher la personne sur ce qui est le stress, d'accord? Pourquoi? Parce qu'on active le système sympathique. Bon là il était déjà activé, il est à chaud, on a envie de dire. Et puis en même temps on va stimuler des points. La stimulation des points et reconnaître les parties activées permettent à la partie activée de se sentir entendue, de se calmer, et l'activation des points va provoquer une détente. Donc dans le réseau de mémoire, on commence à casser les mémoires. Mais vous allez voir aussi que la stimulation des points rentre dans le réseau de mémoire. Donc vous allez voir qu'il y a des choses qui vont remonter, il y a des souvenirs qui vont remonter. Donc spontanément, à un moment, il va commencer à parler de certaines choses qui reviennent, qui sont des souvenirs qu'il a. Lui, évidemment, on ne sait pas que ce sont des souvenirs. Les voix en question qui sont là, hein, c'est ce qu'on appellerait un deuxième niveau de dissociation. Vous savez que si vous avez une capsule que vous n'arrivez pas à digérer dans votre système, hein, on va appeler ça un trauma, si vous ne le digérez pas dans le mois ou les 3 mois qui suivent l'événement, ben votre cerveau il va mettre en place des mécanismes pour essayer de vous protéger de ça, parce que ça vous stresse. Donc d'abord, premier truc, comme ça stresse, eh ben, il augmente encore le stress. Alors ça a l'air un peu paradoxal, mais on a un niveau de dissociation, mais le but c'est d'attirer notre attention sur le problème. Il nous dit, ouh, il y a ce truc, ça fait mal, il faut s'en occuper. Si vous n'en occupez pas, ben, ça continue à me polluer. Donc il augmente encore la pression. Puis deuxième niveau de dissociation, si ça ne fonctionne pas, évidemment c'est rare que ça fonctionne tout seul, c'est pas en augmentant la pression si j'ai pas pu le digérer que ça fonctionne. Donc si j'ai pas dans mon environnement des gens, ou si j'ai pas le réflexe dans mon environnement ou moi-même d'aller me faire aider, ben, que se passe-t-il? Ça remet une couche. On n'est pas maso normalement. Donc le cerveau a dit ok, ça marche pas, je change de stratégie. Deuxième niveau de dissociation. Et là il va mettre en place des mécanismes d'évitement de la douleur et de l'angoisse. Et c'est là que vous allez trouver les TOC, les ruminations mentales, les addictions, les phobies, tous les comportements excessifs, workoholisme, sexualisme, sportolisme, etc. Certains sont peut-être plus sympas que d'autres, mais le problème c'est que c'est une fuite. C'est une fuite parce que je veux me couper d'une angoisse. Et comme c'est une fuite, que se passe-t-il? Eh bien, il y a un troisième niveau de dissociation. C'est qu'à un moment, mon comportement d'évitement de l'angoisse devient lui-même problématique. Ben, je bois, mais je bois trop. Donc à 10h du matin, on me dit, ben, Yves, tu reviens de Guinday, c'est ton anniversaire ou quoi, hein? T'as fait la fête? Donc tu sens la bière à 10 km. Ou je mange trop, ou je fume trop, ou je prends de la drogue, ou n'importe quoi. Ça ne va pas. Donc, je commence à avoir un bras de fer entre un mécanisme moi-même qui se rend compte que ça déconne, ou mon environnement qui s'en rend compte et qui me met la pression. Si j'enlève le mécanisme d'évitement, que se passe-t-il? Ben, l'angoisse remonte. Du coup, je déplace mon symptôme. Soit je le récupère peu à peu, soit je le déplace sur un nouveau comportement. C'est le grand classique des gens qui veulent arrêter de fumer, qui veulent manger moins, perdre du poids, etc. On travaille sur le symptôme, c'est une perte de temps la majeure partie du temps. 9 fois sur 10, c'est une perte de temps. Parce que ce n'est pas ça le problème, c'est ce qui se cache derrière. Et ça ne sert à rien. Je vous donne un exemple précis. Hein, il y a quelques années d'ici, j'ai eu comme ça une femme qui venait pour une phobie de l'avion. Et dans son anamnèse, au départ, il n'y avait rien. Ce qui était un peu étonnant. Je dis, tiens, c'est quand même bizarre. Et donc, je cherche avec elle et rien. Des enfants, non. Des stress, difficultés, des trucs difficiles, des maltraitances, non. Et quand on a commencé à travailler, c'était en EMDR à l'époque, je travaillais en EMDR, elle s'est redressée très vite. Elle a commencé à parler comme dans l'exorcisme. Hein, dans l'exorcisme, le film, avec « J'avais pourtant dit qu'il ne fallait pas le faire » très rapidement, à 10 cm de mon visage. J'ai fait « Oh ». J'ai calmé. Et qu'est-ce qui s'était passé? Le cerveau avait créé une amnésie, donc deuxième niveau de dissociation complète. Elle avait perdu un enfant 5 ans avant, à l'hôpital, déclenché la phobie 4 ans
avant, c'est-à-dire 1 an après la phobie, après l'événement, le deuil. On a arrêté de travailler sur la phobie, ça ne servait à rien. On a travaillé sur le deuil de l'enfant, on a fait le deuil de l'enfant. L'angoisse a disparu, la phobie de l'avion a disparu, tout a disparu. Je n'ai même pas dû travailler sur l'angoisse de l'avion, c'était parti. Alors pourquoi ? Parce que le cerveau fonctionne par association. Donc lui, il avait assimilé que l'hôpital, le chirurgien m'a dit ça va bien se passer, ça ne s'est pas bien passé. Sa petite voix lui avait dit de maman, lui avait dit c'est pas obligatoire cette opération, dit non, mais elle n'a pas écouté sa petite voix, donc elle a culpabilisé énormément, elle n'a pas osé dire non à l'autorité, ça s'est pas bien passé l'opération, le bébé y est resté, un bébé de 13 mois, et elle a déclenché un stress post-traumatique énorme. Donc amnésie pour effacer tellement c'était violent, donc elle s'en souvenait même plus quand je posais la question. Donc des enfants, non. Des deuils difficiles, non. Oublié. Et donc c'est remonté parce qu'on a stimulé, on redescend dans les mémoires, donc ça a remonté, on a accédé au souvenir, on a nettoyé le souvenir, donc on l'a désensibilisé. Et le truc est parti. Alors pourquoi est-ce qu'elle a fait une phobie de l'avion ? Parce que c'est ça qui nous intéresse aussi. Parce que ce n'est pas la situation qui est la même, ce ne sont pas les personnes impliquées qui sont les mêmes, mais c'est la cognition, c'est-à-dire la croyance qu'elle a développée à partir de ça. Et la croyance, c'est « j'ai pas le contrôle ». À l'hôpital, je dois faire confiance au médecin. Voilà. Et dans un avion, je dois faire confiance au pilote, c'est pas moi qui pilote. Donc le cerveau, lui, a commencé à mettre en place des mécanismes d'évitement de situations où j'ai pas le contrôle. C'est comme ça que ça fonctionne dans notre petite tête, très intelligente. D'accord ? Donc ici, vous allez voir, je continue, vous allez voir qu'en stimulant les points, on rentre dans le réseau de mémoire et il y a des souvenirs qui remontent. Et donc on va les utiliser, on va reconnaître qu'il y a une part qui est activée. Si tu sens que ça te fait du bien ce qu'on fait là. Eh ben, il me donne des coups. Il me donne des coups dans les jambes, des coups dans les mains et des coups dans la tête. Maintenant ? Pratiquement tous les jours. Tous les jours, mais maintenant. Non, là non. Ah voilà. Et donc quand on stimule le... Donc ça c'est bien le réseau de mémoire, hein. On voit vraiment c'est des souvenirs qui remontent. Hop. Parce qu'effectivement il a été maltraité, hein, il vient de la région de Marseille. Et donc pour ceux qui sont sensibles, pensez à tapoter. Faites le bord du doigt ou ici sous l'œil, par exemple, si vous êtes sensible. Ça, c'est discret, comme ça vos voisins ne voient pas que vous le faites. Vous pouvez masser le point, vous pouvez stimuler le point. Il y a plein de façons de faire. Thérapeutia a développé aussi des formations avec tous ces outils. Vous pouvez simplement stimuler, tenir un point. C'est de l'hygiène mentale. C'est de l'hygiène. Faites-le. Moi, je fais ça tout le temps. Et ce n'est pas un toc, hein, je vous jure. Qu'est-ce que tu sens dans ton corps ? Rien. C'est plus calme ou c'est rien ? Non, rien. Rien. Tu es calme là ? Un peu stressé de vous voir. C'est normal, parce qu'on ne se connaît pas. Oh, ouais. Enfin, c'est la deuxième fois qu'on se voit. Oh, ouais. On s'est vu avant. Oh, ouais. Ok. Et alors, les hasards de vie faisaient que je l'avais croisé sur le parking. Et donc je le croise, moi j'ai tendance à dire bonjour aux gens, donc je fais bonjour, donc il fait bonjour, et puis il débarque. Donc je dis, c'est la deuxième fois. Pourquoi je dis ça ? Mais c'est pour créer une alliance, c'est pour créer une connexion. Parce que forcément, il est stressé, il vient de me le dire. Ben, je dis, on s'est vu, hein, c'est la deuxième fois. Donc, comme ça, pour déjà dire à son système, OK, je ne suis pas tout à fait un inconnu, hein, et même si tu ne sais pas tout à fait ce qu'on va faire, mon but, ce n'est pas de te manger. Je ne suis pas le lion de la pampa de la région où il est. Et qu'est-ce que tu crois qu'il pourrait se passer avec moi ? Ben, que les voiles partent. Ah, que les voiles partent ? Oui. Tu as besoin qu'elles restent ? Non, je ne veux pas qu'elles restent. D'accord. Pourquoi tu dis que les voiles partent ? Ah, parce que tu serais content qu'elle parte. Oui. D'accord. Eh bien, c'est ce qu'on va essayer de faire. On va essayer que ça puisse être qu'il y en ait moins. D'accord ? Ça aussi, c'est un élément important. Ne jamais promettre ce qu'on ne peut pas faire. Hein, donc, je ne vais pas aller dire aux patients, oui, hein, on va vous enlever votre phobie, les doigts dans le nez. On ne sait pas. On sait qu'on peut travailler, qu'il y a plusieurs outils, une grosse boîte à outils pour travailler, mais on ne sait jamais les résultats parce qu'il y a plusieurs éléments ou paramètres qui peuvent entrer en ligne de compte, y compris l'engagement, l'acceptation et l'engagement. Alors ici, vous allez voir qu'il va se passer quelque chose. Moins forte. Ah oui. D'accord ? Donc ce que tu vas juste faire, tu stimules bien le point, comme ça, c'est ici, c'est vraiment là. Voilà. Tac. Tu vas juste stimuler les points, et je voudrais juste que tu observes, moi je vais appuyer un point ici qui est là aussi, d'accord ? Je voudrais juste que tu observes si tu sens que dans ton corps, tu te détends, si rien ne se passe, ou si ça monte. D'accord ? Ou si ça monte. Oui, ou si tu sens que c'est plus difficile. Moins difficile, plus difficile, ou rien ne se passe. Donc, Je sens que ça monte. Qu'est-ce qui monte ? Quand j'appuie ici. Oui. Quand vous appuyez ici, ça monte. Les voix montent ?
Ouais, oui. Et qu'est-ce qu'ils disent, les voix? Ensemble, la police, toujours pareil. D'accord, alors dis un peu ça. Même si elles disent ensemble, même si elles disent ensemble, Même si elles disent ensemble, je vous entends. je vous entends, Mais moi, j'ai besoin d'être calme. mais moi j'ai besoin d'être calme. Voilà. Et même si vous Regardez bien ce qui va se passer au niveau Même de son si vous visage. m'aider, M'aider, moi, j'ai besoin d'être calme maintenant. j'ai besoin d'être calme Maintenant. maintenant. Ok. Vous avez vu? Et regardez bien sa position de corps maintenant. Observe juste si tu sens que ça se calme. Et c'est fini. Hein. Il est calme. Tu as vu ce qui vient de se passer? Tu t'es détendu dans ton corps. Oh. Tu as vu? Voilà. Tu sens que c'est plus calme? Hein? Tu le sens que c'est plus calme? Ouais. Il est chaos technique. Encore, on a vraiment senti la différence. Et il va le dire, vous allez vraiment sentir, vous allez vraiment voir son Ça corps encore. régulièrement. Et souvent, ça va être beaucoup plus calme. C'est drôle, hein? Regarde, on va vous montrer avec les mains. L'idée, c'est d'indépendantiser. Donc, par exemple, dans ces institutions, on apprend aux personnes à utiliser les points, donc, ce qui fait qu'ils le font souvent par eux-mêmes. Quand ils sont en état, s'ils ne sont pas en état, ils acquièrent le réflexe d'aller demander au personnel accompagnant, encadrant, et le personnel lui-même fait des travaux de cet ordre-là. Donc, j'ai une autre session, mais c'est trop long. C'est 3 vidéos avec une personne qui est aussi handicap mental, schizophrénie, mais paranoïaque. Donc, de temps en temps, il faut un peu assumer, parce que tout d'un coup, il dit, mais pourquoi tu me demandes ça, hein? Et en 3 sessions, et eux l'ont accompagné donc, sur 4 mois de temps, donc entre octobre et février, donc octobre 2015, février 2016, on est maintenant en octobre 2016, 2016, donc elle est métamorphosée, c'est plus du tout la même personne, elle est calme, ils ont pu changer la médication, diminuer la médication, avant il y avait des bagarres tous les jours, il n'y en a plus du tout depuis le mois de février, etc. Quand il y a des émotions qui montent, elle s'occupe elle-même, ou elle va chercher un responsable pour travailler avec elle si elle sent que ça ne va pas, etc. Donc c'est des choses très très intéressantes. Et ça, c'est pour des personnes qui ne sont pas autonomes comme nous le sommes. Donc, regardez bien la suite. On stimule ici, moi je suis là, et simplement on t'aide à se calmer. Ah, de nouveau pas d'électricité. Ça relaxe? Oui, hein? Oui, ça me détend. Ça fait du bien, hein? Ouais. Voilà, ça. Voilà, je voulais vous montrer cet extrait parce que je pense que on ne sait pas suffisamment ça. Je dirais, on ne connaît pas bien ces outils et tout ce qu'on peut faire avec eux. Alors c'est vrai que comme on était dans des situations ici où on ne connaissait pas bien, donc par exemple un des outils que j'utilise beaucoup qui s'appelle Remap, c'est un outil qui vient des États-Unis. Il a été fort utilisé sur des vétérans de guerre, mais il n'était pas utilisé sur d'autres types de populations. Et donc on a acquis ça à travers Therapeutia notamment. On a fait travailler sur des enfants, on a travaillé avec des adultes, des phobies, enfin tout ce que vous pouvez imaginer. J'ai commencé à travailler sur des personnes avec troubles de la personnalité. Et effectivement, on a vraiment remarqué que très rapidement, on pouvait stabiliser, voire autonomiser, voire parfois récupérer certaines choses, etc. Donc ça, c'est un petit peu l'idée générale. Alors je pense qu'on arrive à la fin de la conférence, ça va vite les 45 minutes.